Donc, après cette introduction des différents partenaires du projet Égalité Alsace, je vais démarrer la session de la restitution des résultats du projet. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Égalité Alsace et ce qu'il y a derrière ce projet, je vais vous faire un tout petit, brièvement, rappel de en quoi consiste ce projet. Donc, c'était un projet qui visait la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en Occitanie, donc dans les milieux scientifiques et technologiques, comme je vous l'ai dit au départ. Et on avait décidé de baser sur le principe des regards croisés entre privé et public et entre les hommes et les femmes. Parce que ça nous semble, comme ça a été dit à plusieurs reprises, important de toujours intégrer les hommes dans nos démarches et nos réflexions. Et notre objectif, c'était de faire se rencontrer donc les femmes et les hommes des entreprises scientifiques et technologiques, publiques et privées, mais aussi des associations qui œuvrent en faveur de l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, et confronter à la fois les constats, les expériences, les mesures existantes, savoir si elles avaient fonctionné, si ça n'avait pas permis de changer les choses, etc., pour se nourrir les uns et les unes et les autres de nos expériences relatives, pouvoir progresser mieux et plus vite en se basant sur l'histoire et les expériences passées. Et donc, comme ça a été dit aussi, le but, c'est aussi d'éclairer et de médiatiser aussi sur les actions qui œuvrent en Occitanie en faveur de cette égalité professionnelle. Donc, il y avait ces deux aspects-là. Et donc, pour donner plus de visibilité aux actions et sensibiliser les environnements professionnels à ce qu'on allait mettre en place, ça nous semble quelque chose d'assez important parce que la prise de conscience, je pense qu'on en parle beaucoup dans les médias, les gens pensent qu'on est dans le pays de l'égalité, fraternité, liberté, donc égalité, c'est bon, il y a le titre dedans, la France, on n'a pas de leçons à recevoir de personne, on fait tout très bien, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on a aussi des défauts, et donc il y a vraiment des choses à faire, notamment au niveau professionnel, et avant la prise de conscience, il nous a semblé important de faire un état des lieux avec des statistiques sexuées de où sont les femmes par rapport aux hommes dans nos établissements. Et donc, les actions du projet Égalité Elles Assurent se divisaient en deux grands axes. Il y avait une étude sociologique, et c'est ce que va être présenté en premier, et puis aussi en parallèle cet état des lieux, des statistiques sexuées dans les établissements partenaires. Donc, on va commencer par le premier axe qui était l'étude sociologique. Elle a porté sur les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle sexuée dans le milieu scientifique en Occitanie. C'est un travail de recherche qui a été mené par Oriane Faux, qui a réalisé son Master 2 à l'Université de Montpellier 3, Paul Valéry. Et qui était sous la direction, son master, elle l'a réalisé sous la direction de son professeur qui s'appelle Monsieur Denis Fleur d'Orge, qui est maître de conf au labo des études de recherche en sociologie et en ethnologie donc de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Alors, Oriane n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui et donc elle ne pourra pas répondre aux questions qui seront posées en direct parce que c'est pour une très bonne raison, c'est qu'elle démarre aujourd'hui son premier emploi. Donc ça, on lui pardonne. Mais donc elle nous a elle m'a transmis un film qui va restituer son travail et les conclusions qu'elle a tirées. Il y aura plusieurs petites séquences, donc il faut se concentrer, il dure une vingtaine de minutes, mais c'est ponctué par des petites séquences. Elle va d'abord définir ce que sont les stéréotypes de genre, ce qu'est la construction du genre, quand on parle de catégorisation sociale, qu'est-ce que ça veut dire, la ségrégation professionnelle sexuée, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite elle va restituer donc les chiffres pour le domaine scientifique en Occitanie. Et à la fin, elle a fait toute cette étude et ce travail de recherche sur la ségrégation professionnelle sexuée dans le monde de la recherche, et notamment en Occitanie, pour après monter un questionnaire et en fait faire une enquête
qui a été diffusé dans tous les organismes d'Occitanie que nous avons dans notre réseau. Et donc la fin du film sera la restitution des résultats de cette enquête. Donc la première partie, c'est son analyse sociologique, et la deuxième partie, c'est le résultat de l'enquête. Je vous laisse regarder le film. Bonjour à tous, je m'appelle Oriane, je suis sociologue, diplômée, récemment sociologue. J'ai été la stagiaire pour Femmes et Sciences de janvier 2021 à juin 2021 sur le projet Égalité Alsacien. Mon travail a été de faire une enquête à la fois quantitative et à la fois qualitative sur la parité professionnelle en Occitanie dans le milieu scientifique. C'est une enquête qui a été élaborée en amont par une recherche à la fois terminologique et une recherche aussi de compréhension des faits. Cette recherche est appuyée dans un premier lieu sur la compréhension du stéréotype, de la construction du genre, sur l'identité sociale, pour ensuite formuler une enquête qui a été aussi par la suite analysée, dont je vous ferai part dans une seconde partie. Aujourd'hui en France et plus largement dans tous les pays qui sont développés économiquement, la place de la femme fait débat. À poste égal, les salaires restent en moyenne inférieurs de 20% pour les femmes. Certains métiers se voient également plus réservés aux hommes ou aux femmes. C'est pourquoi nous allons porter notre étude sur les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle sexuée dans le milieu scientifique en Occitanie. Durant ces dernières décennies, plusieurs études ont porté leur intérêt justement sur les stéréotypes sociaux. Ces stéréotypes, ce sont des représentations attribuées à une personne en fonction de son appartenance à un groupe. Ce sont des conceptions qui vont permettre de faire le tri des informations qui proviennent de l'environnement et qui vont faciliter le traitement de ces informations en diminuant les dissonances et en augmentant les ressemblances entre les individus qui appartiennent au même groupe social. Ce sont ces représentations qui créent des croyances limitantes. Un stéréotype social qui est étudié est celui relatif à la conception des hommes et des femmes sur le fondement de leur appartenance sexuelle. C'est ce qui s'appelle les stéréotypes de genre. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un sujet qui dispose aujourd'hui, en 2021, d'un fort intérêt sociétal. Les médias ainsi que les politiques s'en emparent et le cadre légal est en mouvance pour promouvoir une plus grande égalité professionnelle. Cependant, l'égalité perdure et c'est de là que démarre notre recherche. À partir du XXe siècle, des lois relatives aux conditions de travail sont mises en vigueur afin de protéger les femmes en France. Dans ce cadre législatif, on retrouve le congé maternité en 1909. On retrouve également la durée limitée du travail, ainsi que la loi qui porte sur le travail des enfants, des filles et des femmes, dans les établissements industriels en 1892. Dans cette dernière, les femmes sont associées aux enfants, en opposition aux hommes. Et c'est justement cette logique de protection qui va faire que l'État va involontairement segmenter la population en créant une population féminine et une population masculine. La loi justement pour le congé maternité a pour vocation de protéger la fonction maternelle de la femme. Cependant, cette loi, comme l'exprime Laufer, va véhiculer une image péjorative d'une femme faible, fragile et toujours potentiellement enceinte. Au début du XXe siècle, l'élément déclencheur qui va segmenter les métiers en fonction du genre féminin et du genre masculin, c'est le taylorisme. À cette époque, le travail demandait des compétences physiques ainsi que techniques et une certaine force. C'est de là que la segmentation s'est créée. C'est-à-dire que pour les tâches difficiles, c'était réservé aux hommes et pour les tâches simples, c'était réservé pour les femmes. Donc à partir du XXe siècle, le pouvoir public va prendre en compte le travail féminin avec une image segmentée, ainsi que différencier le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans la sphère à la fois privée, donc familiale, et également dans la sphère publique, donc au travail. C'est une période qui va inclure les femmes au sein de la société tout en la discriminant, avec un traitement différencié. Ce dernier, justement, est dû à la séparation qui est effectuée entre les travaux faits pour les hommes et les travaux faits pour les femmes. Ainsi, la hiérarchisation de ces travaux va être instaurée. Ceux des hommes ont plein
ont plus de valeur en tout cas, que ceux des femmes. Cela entraîne une vision péjorative du travail féminin et les femmes sont perçues comme pas en mesure d'effectuer des tâches qu'on assimile justement au travail masculin. La notion d'égalité a également évolué au cours du temps. Elle permet de différencier certaines logiques dans le cadre de l'égalité professionnelle. L'objectif premier a été de protéger la femme. Seulement, cette logique ne paraît plus aussi importante aujourd'hui. La notion d'égalité professionnelle peut revêtir 3 logiques. Il y a la première, qui est l'égalité des droits. C'est-à-dire que les hommes ainsi que les femmes doivent avoir un traitement égal, en excluant toute pratique positive. Le deuxième est l'égalité de traitement. Elle prend en considération l'existence des discriminations indirectes et elle est pour les pratiques justement d'action positive. La troisième est l'égalité des chances. Elle se fonde sur les pratiques d'action positive. La notion d'égalité professionnelle est donc multidisciplinaire. Je vais maintenant vous parler de la construction du genre. La culture influe sur la construction du genre, ce qui a fait l'objet justement de plusieurs études. Dans notre société, il y a une bicatégorisation par sexe, qui se définit comme le processus par lequel sont créés 2 groupes distincts et hiérarchisés, une séparation qui prétend refléter une division biologique. Celle-ci se veut être de la nature, et elle a de réels effets sur les représentations ainsi que sur les pratiques sociétales. Le genre est un produit socio-cognitif, lié aux idéologies relatives à la féminité et à la masculinité. Ce sont des ensembles de traits réifiés, opérant dans la représentation de soi, d'autrui et du monde social, nécessaires à un système social ordonnant la place de 2 sexes. Ça, c'est une citation de Annie Durand-Delvagne. La notion de genre va donc désigner les différences entre les hommes et les femmes liées au contexte social et culturel. Il sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société juge comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. En sociologie, le genre exprime les rapports sociaux de sexe, la construction sociale des caractéristiques, les valeurs et les normes attachées au féminin et au masculin, par la culture, l'éducation et les institutions. Ces rapports sociaux entre les femmes sont marqués dans toutes les régions du monde, par une hiérarchisation et par des inégalités. L'intégration du genre chez l'enfant se fait très précocement dès la naissance. Les parents ainsi que l'entourage vont adopter des attitudes différenciées face à une fille ou face à un garçon. Les enfants sont donc socialisés en fonction de leur sexe. Ils vont intégrer les valeurs sociales ainsi que les rôles sociaux. Et ils vont ainsi former des stéréotypes de genre. En 1992, Lippmann va introduire la notion de stéréotype dans les sciences sociales. Cette notion est pourtant plus ancienne. Stéréotype vient de stéréos, qui en grec signifie dur ou solide, et de topos, qui veut dire empreinte ou marque. En psychiatrie, un stéréotype c'est une répétition dans le mouvement, dans la parole, qui n'est pas adaptée au contexte. En ce qui concerne les sciences sociales, un stéréotype est défini comme une croyance ou une représentation rigide et simplificatrice, généralement partagée par un groupe plus ou moins large. En ce qui concerne la formation d'un stéréotype, dans les sciences sociales, pendant longtemps, un amalgame entre stéréotypes et préjugés a été constaté. Cependant, même si le stéréotype préjuge, en participant à un jugement qui est acquis, ainsi qu'acquitté, il ne peut être confondu avec le préjugé. Un stéréotype dispose de 3 principes. Le premier est qu'il permet de préserver l'énergie en réduisant l'activité de cognition. Le second est qu'il permet de donner un sens à un contexte. Le troisième est qu'il s'ajuste aux différentes valeurs ainsi qu'aux différentes normes d'un groupe donné. Un stéréotype va toujours se former dans un rapport qui peut être réel ou bien imaginaire vis-à-vis de l'autre ou d'un groupe donné, tout en construisant l'identité du soi. Le stéréotype permet donc de créer une frontière symbolique. Il ne va pas se restreindre à un préjugé négatif. Il n'est pas correct ou bien incorrect, mais il est utile ou bien nocif. Les éléments qui fondent un stéréotype s'organisent autour d'un réseau de discours. Ces derniers peuvent appartenir au discours savant, ainsi qu'au discours du sens commun. Le sens commun fait référence à un savoir partagé et amène le discours stéréotypé à apparaître comme une évidence.
Ces discours donc alimentent les légendes ainsi que les idéologies. L'identité, le groupe et les représentations sociales sont liés étroitement au processus de catégorisation sociale. L'individu n'est pas capable de traiter tous les processus, toutes les informations concernant un autre individu. De ce fait, on se trouve en face à une abondance d'informations. Le système cognitif va s'adapter et être économe. Un processus stratégique va s'enclencher pour pallier aux capacités, qui sont limitées. Un individu va être classé vis-à-vis de plusieurs caractéristiques qui peuvent être observables, inhérentes telles que le sexe, l'âge, ou non observables telles que la religion. L'individu va être catégorisé en fonction de ses caractéristiques. La catégorisation sociale facilite le traitement du flux d'informations en déterminant la catégorie à laquelle appartient l'individu, pour ensuite le percevoir en fonction des informations inhérentes à cette catégorie. Elle permet de rendre l'environnement sociable prévisible. En plaçant l'individu dans une catégorie, il est plus facile de prédire un comportement, d'induire des caractéristiques non observables, de former une impression. Ce processus de catégorisation permet, avec très peu d'informations et avec une faible part de ressources cognitives, d'établir des prédictions vis-à-vis du comportement d'un individu. Cela permet également d'adapter un comportement vis-à-vis du comportement de l'autre. Catégoriser s'ajoute à deux phénomènes. L'homogénéisation intracatégorielle et l'accentuation intercatégorielle. Ces dernières biaisent la perception des différences. L'accentuation intercatégorielle est un biais de contraste qui va se manifester entre des individus qui font partie de catégories différentes et qui vont surestimer les différences en favorisant leur propre groupe. C'est-à-dire que ce qui se nomme l'endofavoritisme, c'est-à-dire qu'ils vont se favoriser. L'endogroupe va se voir attribuer des caractéristiques positives bien plus nombreuses que celles attribuées à l'exogroupe. Ce dernier va se voir attribuer un plus grand nombre de caractéristiques négatives. Il y a également l'homogénéisation intracatégorielle, qui est un biais d'assimilation, qui va se manifester entre des individus qui font partie d'une même catégorie et qui vont surestimer leur ressemblance. Les différences entre les individus vont donc être sous-estimées lorsqu'ils ont conscience d'appartenir à une même catégorie sociale. En ce qui concerne le processus d'intégration d'un stéréotype de genre, vers 1980, émerge la théorie du schéma de genre. C'est une théorie qui va étudier à la fois l'aspect cognitif d'un stéréotype et le processus d'intégration d'une croyance. Ce schéma se forme tel un réseau d'affiliation qui va organiser la façon dont est perçue l'information. Un individu, pour élaborer son concept de soi, va utiliser généralement les informations en relation avec le sexe. Le schéma de genre, c'est un schéma relatif à la perception. Il va organiser toutes les informations provenant de l'environnement et cela par rapport au sexe. De ce fait, grâce à ce type de schéma, un individu peut octroyer des qualités à un autre individu qui lui est totalement inconnu uniquement grâce au réseau d'informations dont il dispose dans sa mémoire. Une des questions est de déterminer le moment où l'enfant va se différencier, ainsi que différencier les autres en fonction du sexe, et quelles sont les conséquences sur le comportement en société. Deux théories ont émergé par rapport à cela. Il y a l'approche du développement cognitif et l'apprentissage social. Ces théories ont abordé cette question sous trois angles. Selon elles, le genre chez l'enfant va se développer très tôt. Ils sont en capacité de comprendre le genre de façon très précoce, ce qui s'explique par le fait qu'ils sont facilement et rapidement face à des systèmes de croyances attachés au masculin et au féminin. De plus, selon ces théories, les enfants sont décrits comme des individus motivés à élaborer des catégories sexuées et à apprendre le genre. En comprenant mieux en fait les notions relatives au genre, les enfants sont plus motivés à développer des comportements attribués à leur sexe. D'autre part, l'enfant développerait aussi sa notion de genre par phase. Avant 2 ans et demi, il comprend les stéréotypes précis. Ensuite, de 3 ans à 4 ans, il va associer des activités en fonction du sexe.
Puis vers 7 ans, l'enfant va de façon rigide adhérer aux stéréotypes liés au sexe. Par la suite, une adhésion est plus malléable et va se durcir durant l'adolescence. L'âge de la puberté est un moment important dans l'accroissement des stéréotypes liés au genre. Les rôles du masculin et du féminin vont s'intensifier. Les stéréotypes liés au genre apparaissent donc à travers l'environnement, mais également au travers de l'enfant, qui va créer son comportement en fonction des normes sociales qui régissent la société. On va désormais aborder le thème de la ségrégation professionnelle sexuée. Comme l'a écrit Maruani, parler de place des femmes dans le monde du travail aujourd'hui oblige inévitablement à analyser la construction sociale de la discrimination entre les hommes et les femmes. Parce que la discrimination n'est pas un phénomène résiduel. Elle demeure le mode d'entrée des femmes sur le marché du travail. C'est un mécanisme qui quotidiennement situe les hommes et les femmes dans un rapport d'inégalité. Quotidiennement et actuellement. Elles ne sont pas de simples reliquats de l'histoire, inévitables scories de la modernité, et que la modernité effacera tout naturellement. Elles se construisent à l'ombre des mutations technologiques et des nouvelles formes d'emploi. C'est en sociologie que le concept de ségrégation a été créé en observant les inégalités de distribution de la population au sein de l'espace urbain. Ce concept réfère à la séparation physique ainsi qu'à la mise à distance sociale. C'est un concept qui est utilisé par extension pour indiquer une séparation qui est de plus ou moins radicale, d'individus ou bien de collectivités en fonction de l'âge, du sexe, etc. Une étude de l'INSEE réalisée en France en 2015 permet d'observer sur le tableau que vous voyez actuellement à l'écran une prédominance nette masculine dans les activités liées à l'agriculture, au commerce et à l'artisanat, aux chefs d'entreprise ainsi que dans le secteur ouvrier. Un focus réalisé sur le secteur spécifique de recherche, développement scientifique conforte cette tendance, et tout particulièrement au sein de la catégorie artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Celle-ci comptabilise en effet 80,6% d'hommes contre 19,4% de femmes. Il est à remarquer au sein de la catégorie cadres et professions intellectuelles supérieures que l'écart est moins sensible avec 59,2% d'hommes contre 40,8% de femmes. Le milieu scientifique en France est globalement à prédominance masculine en 2015 avec des différences fondamentales sur certains secteurs à responsabilité. Quand on fait un focus sur le tableau en Occitanie en 2015, que vous voyez également actuellement à l'écran, ce tableau permet d'observer que nous retrouvons une prédominance masculine dans les entreprises du secteur de recherche, développement scientifique, mais souligne toutefois une tendance inversée dans le domaine des agriculteurs exploitants. On retrouve dans la catégorie artisans, commerçants et chefs d'entreprise un écart important, avec 70,6% d'hommes contre 29,4% de femmes, ainsi qu'au sein de la catégorie cadres et professions intellectuelles supérieures, avec 60,5% d'hommes contre 39,5% de femmes. Le milieu scientifique en Occitanie apparaît également avec une prédominance masculine sur ces domaines issus de l'étude réalisée en 2015. Je vais désormais vous parler de l'enquête qui a été administrée. Cette enquête a été administrée en ligne via l'AM Survey et comptabilise 21 questions. 1311 personnes ont répondu à cette enquête. 500 personnes sont employées en tant que personnel scientifique, technique ou ingénieur dans le secteur public ou privé en Occitanie. Ce sont ces 500 personnes qui vont être étudiées. Au sein de ce groupe, il y a 343 femmes et 135 hommes. 41,4% de ce groupe a entre 35 et 49 ans. Et 80,8% des personnes appartenant à ce groupe travaillent dans un établissement public. Quant au profil des répondants, en ce qui concerne les hommes, 36,3% des hommes ayant répondu à ce questionnaire ont entre 35 ans et 49 ans, et 28,8% d'entre eux ont entre 50 et 59 ans. 83,7% des hommes travaillent dans le public, et 63,7% des hommes sondés ont plus de 9 ans d'ancienneté, et 47,4% sont en CDI. Ils sont 33,3% à estimer qu'ils sont moyennement informés sur les mesures en faveur de la parité dans leur établissement entreprise. Et ils sont 18,5% à estimer qu'ils sont peu informés. Ils sont 17,7% à ne pas concevoir la parité
comme étant importante et ils sont 11,8% à y être indifférents et 9,6% à être contre. Toutefois, une majorité d'entre eux, soit 52,6%, estiment que la parité professionnelle est un enjeu prioritaire. Il y a tout de même un point à relever, ils sont 23,7% à avoir précisé leur vision. Quant à la question, selon vous, la parité entre les femmes et les hommes en entreprise établissement et c'est la notion de mérite qui ressort majoritairement. Ils estiment que la question ne doit pas se poser sur la notion de parité, mais que les embauches, les promotions doivent se faire sur le mérite et les compétences. Ils sont 46,6% à exprimer que la parité professionnelle doit devenir des enjeux prioritaires pour leur entreprise établissement. En ce qui concerne le profil des femmes, 44% des femmes ayant répondu à ce questionnaire ont entre 35 et 49 ans et 24,2% d'entre elles ont entre 50 et 59 ans. 81,6% des femmes travaillent dans le public et 60,6% des femmes sondées ont plus de 9 ans d'ancienneté. Ainsi, 49,8% sont en CDI. Elles sont 29,7% à estimer qu'elles sont peu informées sur les mesures en faveur de la parité dans leur entreprise établissement. Et elles sont 24,2% à estimer qu'elles sont moyennement informées. Elles sont 92,2% à concevoir la parité comme étant importante. Elles sont 73,6% à estimer que la parité professionnelle est un enjeu prioritaire. Pour finir, elles sont 74,6% à exprimer que la parité professionnelle doit devenir un enjeu prioritaire pour les entreprises et établissements. Au niveau de l'analyse, les hommes et les femmes ayant répondu à cette enquête ont un profil quasi similaire. Nous n'observons pas de clivage d'opinions radicaux, même si nous pouvons souligner que les femmes sont bien plus nombreuses à estimer que la parité professionnelle est un véritable enjeu pour leur entreprise établissement. Les hommes sont moins francs dans leur position, toutefois ils ne se positionnent pas contre la parité et la considèrent de façon légèrement majoritaire comme un enjeu prioritaire. Un point de convergence observable est le manque d'informations quant aux mesures pour la parité professionnelle mises en place au sein de leur entreprise établissement et donc le peu de connaissances sur le domaine. Au niveau de la vision, la parité en entreprise est perçue comme un moyen d'accéder à plus d'égalité, d'égalité des chances, des salaires, d'accès aux postes, de mixité. C'est une vision partagée en majorité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cependant, tandis que les hommes vont parler d'équilibre, les femmes vont parler d'équité. Ils partagent également les mêmes ressentis vis-à-vis des mesures en faveur de la parité dans leur établissement entreprise. Ils estiment ces mesures insuffisantes, voire inexistantes, même invisibles. Un seul point vis-à-vis de ces mesures, où les opinions ne convergent pas et que les hommes les perçoivent également en fait comme un effet de mode. Les hommes vont également percevoir effectivement la parité comme un effet de mode. Ils donnent, en donnant leur opinion, que ils vont parfois décrire des sentiments d'incompréhension vis-à-vis de la parité, comme si le terme ne faisait pas sens pour eux. Nous avons pu observer que les femmes vont facilement se positionner en faveur de la parité, tandis que les hommes vont être moins francs. Et c'est là peut-être que le terme d'équilibre peut laisser penser que la parité induit une confrontation entre les hommes et les femmes, tandis que l'équilibre a une connotation plus mixte et plus positive. Quant au positionnement, les hommes se perçoivent majoritairement comme reconnus, honnêtes et responsables au sein de leur entreprise et établissement. Les femmes se perçoivent majoritairement comme responsables, en minorité face aux hommes vis-à-vis des postes à responsabilité, et moins reconnus qu'eux. 57,7% des hommes ont déjà demandé ou se sont déjà vus proposer une promotion. 42,9% d'entre eux l'ont obtenue. Le ratio pour les femmes est légèrement en dessous. 69,4% se sont déjà vus proposer ou ont demandé une promotion et 44% d'entre elles l'ont obtenue. Du point de vue de la confiance en leurs compétences, les hommes et les femmes se retrouvent également. 67,4% des hommes ont déjà douté de leurs compétences et c'est également le cas pour 75,8% des femmes. Ils sont 31,1% à douter de leurs compétences de façon régulière, tandis que les femmes sont plus nombreuses, à 45,5% à en douter de façon régulière. Quant aux pistes de réflexion, cette enquête laissait place aux avis personnels non dirigés, par des réponses imposées. La majorité des hommes sondés se rejoignent sur l'idée que la parité est un enjeu prioritaire et sérieux. Ici, nous allons nous intéresser aux personnes sondées qui sortent de la majorité. Un individu ne représente pas une majorité, certes, un collectif. Cependant, nous savons que, en partant d'actes de chaque individu, c'est de là que se crée un mouvement collectif. Le but n'étant pas de rallier toute une population à une même opinion, seulement de comprendre comment celle-ci peut être exprimée différemment afin de toucher un plus large public.
L'un des premiers regards qui n'est pas majoritaire, mais rejoint quand même par un quart des répondants, et que la question de la parité serait possiblement à replacer dans une question plus large, qui est celle de la question sociale. La parité vue par ces hommes en minorité semble être perçue comme étant un mouvement en faveur de la femme et non du collectif. De plus, quand on parle de parité professionnelle, elle englobe un collectif qui est le milieu de l'entreprise, sauf que certains individus estiment la respecter à leur niveau individuel. Replacer l'individu dans le collectif semble être une piste pertinente. Responsabiliser l'humain, le sensibiliser individuellement, ou en plus petit groupe sur la question de la parité en mettant en évidence l'univers dans lequel elle s'inscrit, une question sociale, et non un mouvement en faveur de la femme, mais bel et bien du collectif. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour avoir écouté cette présentation effectivement en vidéo, de fait de ne pas avoir pu être présente aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux séminaire, et si vous souhaitez échanger avec moi, effectivement, du fait de ma non-présence aujourd'hui, n'hésitez pas à demander mes coordonnées mail, par exemple à Florence Aparelli, si vous souhaitez échanger plus longuement. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse journée. Alors, le film était un petit peu long et surtout, mais je pense que c'était important quand même de garder dans sa globalité pour bien définir les notions, parce qu'on n'est pas sociologue nous-mêmes, donc il y a des notions de sociologie qu'il faut bien définir pour montrer comment a été construite l'étude. Et je trouvais très intéressant les conclusions, mais on va revenir dessus après, je pense, les pistes qu'Oriane a mises en lumière suite à cette enquête, de voir que finalement les hommes ne donnent pas le même sens à la question de parité que les femmes, que pour eux c'est plus ça oppose les femmes et les hommes finalement, et qu'ils préféreraient qu'on parle de mixité, que ce soit pas quelque chose d'individuel mais plus de traité globalement par l'entreprise, alors que les femmes le vivent vraiment comme elle a dit, équité. Donc c'est une question de justice. Donc on a vraiment deux visions très différentes d'une même situation. Mais ce que je trouve intéressant aussi, qui fait ressortir cette enquête, c'est qu'elle elle montre qu'il y a quand même plus de 30% des personnes qui ne se sentent pas très informées, pas informées ou très peu informées des dispositions au sein de leur entreprise en faveur de la parité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on travaille en partenariat avec les établissements et les entreprises, parce qu'il y a vraiment une question de communication et de prise de conscience par les personnes sur ces sujets-là, mais on en reparlera. Et donc là, on va rentrer sur la session de restitution des statistiques sexuées sur la place des femmes et des hommes dans les établissements qui ont participé à l'étude. Donc ça va être sous forme de 3 présentations successives, et on garde les questions pour la table ronde qui va suivre. Donc, si vous avez des questions, notez-les, retenez-vous et gardez-les pour la table ronde. Donc, chaque intervenante a 20 minutes pour présenter les résultats de son établissement.